Nous allons accueillir maintenant Anne-Sophie Pascal-Lebé, qui est cofondatrice de l'agence de communication Infra et qui va nous parler donc de savoir pourquoi et comment agir, comment contribuer à faire mieux en revoyant notre façon de faire sur le digital. Passer sur un numérique plus responsable et puis un volet important aussi qui vous tient à cœur à l'agence Infra, c'est la partie éco-conception. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas assez, mais peut-être parce que jusque-là, on avait peut-être trop de facilités techniques et technologiques qui faisaient qu'on ne s'interrogeait pas suffisamment sur ces problématiques ou plus suffisamment sur ces problématiques d'éco-conception. Et c'est vraiment intéressant de s'y repencher aujourd'hui. Anne-Sophie, je te laisse sans plus tarder la parole et éventuellement le partage d'écran, si tout fonctionne Ouais. bien. Et comme ça, donc, tu pourras te présenter et reprendre la main sur la suite. Donc, comme pour tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le volet conversation ou questions-réponses. Alors, petit réglage technique avant de démarrer. Ouais. Déjà, bonjour à tous. Ok, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis la co-dirigeante de l'agence Infra, qui est une agence de communication à Strasbourg, Lyon et Paris. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps ensemble sur alors, le numérique responsable, mais plus précisément, en fait, la partie éco-conception des sites. Alors, je vous ai mis là très brièvement 3 QR codes pour suivre nos avancées, donc que ce soit sur le LinkedIn de l'agence, sur mon LinkedIn perso ou sur le site de l'agence. Alors, avant de commencer, je voulais très brièvement présenter un peu qui on est et pourquoi on est là effectivement ce matin avec vous. Donc, l'agence Infra, c'est une agence conseil en communication. On existe depuis 45 ans, on a 25 collaborateurs. Comme je vous disais, on est à Strasbourg, Lyon et avant, on était une agence de communication plutôt traditionnelle et en fait, il y a une grosse année maintenant, on a décidé de passer à une communication beaucoup plus responsable et je vais vous en parler un petit peu. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'aller vers du digital beaucoup plus frugal et vers de l'éco-conception de sites. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter un petit peu l'agence parce que ça vous permet de comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là. En fait, aujourd'hui, on va travailler sur des métiers assez classiques d'agence puisqu'on travaille sur la marque et la marque employeur. Donc, comment parler de ma marque employeur avec des plateformes de marque, des plans de communication et des plans d'action. On travaille également sur toute une partie production de contenu qu'on a appelé slow content dans la mouvance en fait de la slow food, de la slow fashion. L'idée, c'est de produire du contenu, mais de meilleure façon. On fait également donc de l'édition, donc de la mise en page manuelle ou automatique. On s'est également spécialisé aussi dans ce domaine-là, dans de l'éco-conception, donc comment mieux fabriquer nos documents papier. Et on s'est allié à des imprimeurs de la vraiment sur du print qui soit recyclé, mais pas que, avec aussi des solutions atypiques comme de l'impression à base d'eucalyptus, de l'impression à base de déchets de l'agro-industrie, etc. Et puis, on a nos volets 5 et 6 sur lesquels on va passer un peu plus de temps ce matin ensemble. C'est toute la partie digitale frugale et ce que nous, on a aussi lié avec la numérisation et la dénumérisation. En fait, on essaye de faire prendre conscience progressivement à nos clients que le web, le digital, le dénumériser, le dématérialiser, c'est pas forcément un but en soi. Très bien aussi parfois ne pas avoir besoin du web et avoir d'autres solutions qui sont tout aussi viables pour atteindre nos objectifs vis-à-vis de leurs clients. Et puis sur la partie digitale frugale, effectivement, en fait, on s'est rendu compte de l'impact du numérique et on a voulu faire mieux. Et depuis 6 mois, on ne développe plus que des sites éco-conçus. Donc, on a complètement abandonné en fait notre ancienne façon de réaliser des sites. Et à partir de septembre, on a commencé à faire plus que des sites éco-conçus. Donc, on va y revenir. C'est quoi un site éco-conçu? Pourquoi? Etc. C'est pris très fort de l'agence. Et en plus de ça, au sein de l'agence, on a 3 piliers. Donc, un premier pilier qui est l'engagement. Donc, on est engagé sur le domaine de la communication responsable et du numérique responsable pour faire mieux avec nos clients pas à pas. Mais on est également engagé avec des associations en pro bono. Donc, on travaille vraiment de façon gracieuse pour des associations. On va leur faire des vidéos, des logos, des plans de com pour avancer avec eux.
L'inclusion, bien sûr, dans nos propres effectifs, mais on n'est que 25. Donc, pour avoir un impact plus fort, on est aussi mentor d'associations comme les associations ou les entreprises pour la cité, où on va être mentor de jeunes, de seniors pour la réinsertion professionnelle. Donc, bien sûr, tout ça dans le temps de travail des collaborateurs. Et on a un troisième pilier qui est l'environnement. Donc, on a revu l'ensemble de nos métiers pour avoir un impact environnemental plus faible. Et en plus de ça, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales, et ce qui nous fait faire partie du collectif 1% pour la planète. Voilà un peu pour la petite présentation d'Infra, et surtout pour que vous compreniez aussi finalement pourquoi et comment on en est finalement arrivé là. Et comment on en est arrivé là et comment on a voulu aussi, pourquoi on a voulu passer à l'éco-conception de site, ça a été tout d'abord une prise de conscience de l'impact du numérique. Alors, c'est vrai que là, je pense qu'on est au Digital Cleanup Day, on est à un webinaire où je pense que vous êtes déjà quand même sensibilisés, mais je fais pas mal d'interventions en école, notamment de commerce, de communication, et je me suis rendu compte que finalement, l'impact du numérique, il n'est pas du tout connu. Il est souvent un petit peu caché, enfin en tout cas, choses qu'on va parler au quotidien. Et donc, il y a une vraie nécessité aussi de prendre conscience de cet impact du numérique pour pouvoir agir dessus. On nous parle beaucoup voilà, des déchets, de l'aviation, j'en entendais parler tout à l'heure, et on ne nous parle pas forcément du numérique au quotidien. Donc déjà, ça, c'est une première chose pour nous, et ensuite de pouvoir décliner. Et au niveau du numérique, effectivement, donc le numérique, 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2021, estimé 7% l'année prochaine, en 2026, à plus de 10% à partir de 2030, avec une croissance qui est exponentielle, contrairement à d'autres domaines où on a des croissances qui sont limitées puisqu'on est en train de beaucoup agir. Le numérique, en fait, il y a une croissance qui est exponentielle. Et puis, quand on a décortiqué cet impact du numérique, on s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau vraiment des matériels, donc on a 80% pour tout ce qui est terminaux, 16% pour les data centers et 5% pour les infrastructures réseau, donc si on voulait imaginer les clés, etc. Et puis, il faut savoir aussi que l'impact du numérique, c'est 80% en fabrication et c'est 20% en usage. Donc 20% en usage, ça peut paraître rien, mais en fait, c'est ce chiffre sur lequel nous, on a eu envie de travailler parce que 20%, c'est quand même pas rien et il y a des choses à faire. Et si tout le monde a un impact sur ses usages, forcément, il y a un effet qui est bénéfique au global. Et puis le numérique en 2017, donc ça date quand même déjà, c'était 10% de l'électricité mondiale. Donc on a petite analogie pour que ça soit un petit peu plus parlant, c'est donc la production de 100 réacteurs nucléaires. C'est le troisième consommateur d'électricité devant la Chine et les États-Unis, et on annonce pour l'année prochaine à peu près 20% de la consommation électrique. Et quand on lit aussi des récits, des documentaires, on nous explique que si la croissance continue telle quelle, sans une baisse des usages, sans une baisse, sans tout ce que vous avez vu, le réemploi, etc., au bout d'un moment, il n'y aura pas assez en fait d'électricité pour l'ensemble des usages qu'on doit avoir, que ce soit numérique ou des usages un petit peu plus près. Il va y avoir un problème à un moment donné. Le numérique aussi, si on réfléchit en termes d'empreinte, donc quand on parle d'empreinte, on réfléchit aussi en termes euh, de, de consommation d'eau, d'énergie, de contribution à l'épuisement des ressources minérales. Et ce secteur, il génère une empreinte équivalente qui est équivalente à 2 ou 3 fois celle d'un pays comme la Grande-Bretagne ou la France. Donc c'est juste gigantesque. Et alors, on s'est amusé. Alors, c'est à la base une idée qu'on a eue qu'on a lu dans un livre. J'ai perdu le nom du livre, mes excuses. Et en fait, qui explique toute la donnée qu'on produit dans le monde par jour. Et en fait, en 2023, puisqu'on l'a mis à jour, puisque dans le livre, on était sur des données plutôt de 2018-2019, et donc on s'est amusé à la mettre à jour. On produit donc 257 hexaoctets ce qui est juste gigantesque, puisque un hexaoctet, c'est 1 milliard, 2 milliards d'octets. Donc, c'est même, en fait, on n'arrive même pas à se rendre compte tellement c'est grand. Et en fait, on s'est amusé à comparer avec des gouttes d'eau. En fait, si on imagine qu'une goutte d'eau égale un octet, et en fait, on se rend compte que 1 kilo-octet, c'est 1000 gouttes, forcément.
Et donc, un court email, ça représente 1000 gouttes. Donc, ça représente 50 millilitres d'eau, à peu près un quart d'un verre d'eau. Si on passe à 1 méga, environ 50 litres d'eau. Et donc, 1 méga, c'est quoi? C'est 1 minute d'un document audio sans vidéo, au format MP3. Et puis, je passe à un petit peu plus grand, un film de 2 heures. Un film de 2 heures, on est sur à peu près 1 giga. Et donc, sur 1 giga, on est sur une piscine de taille moyenne. Et donc, finalement, on se rend compte que ce qu'on produit par jour dans le monde, donc ces fameux 257 hexaoctets, si on les comparait avec nos fameuses gouttes d'eau, on arrive à la mer Baltique. Et si on continue sur l'année, donc c'est l'année 2022, on a produit 94 zétaoctets, ce qui représente 11 fois la mer Noire. Et donc finalement, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est en train de se noyer complètement sous un océan, sous des océans de données et qu'elles sont de plus en plus importantes. Alors évidemment, ces données, ça peut être des choses qui sont très critiquables, comme la photo de mon chat, comme une vidéo que je vais poster sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Mais ça va être aussi des choses qui sont un petit peu plus importantes et qui sont nécessaires, ou en tout cas qui devraient l'être, comme notamment tout ce qui va concerner la e-santé, tout ce qui va concerner des choses administratives, etc. Dans cette présentation, il faut prendre en compte l'impact du numérique, mais en même temps, le numérique, on est tous d'accord que c'est quelque chose sur lequel aussi qu'il y a des effets bénéfiques. Donc, il faut arriver en fait à trouver un petit peu le bon ratio, le bon équilibre. Un point aussi qui est, enfin, en tout cas que nous on a découvert, c'est les data centers. Enfin, on les a pas découverts bien entendu, mais quand même, quand on commence à creuser un peu sur les data centers, alors évidemment un data c'est quelque chose qui, où en fait on se rend pas forcément compte, mais dès qu'on va avoir un usage, de notre smartphone, on va être relié finalement à un data center, que ce soit pour évidemment envoyer un mail, mais pour faire quelque chose sur un réseau social, pour commander une pizza, pour commander un billet d'avion, je fais exprès, et cetera. Il y a toujours un point d'interconnexion. Un data center, c'est vraiment un lieu de transit, de stockage, de traitement. Et donc, finalement, moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est qu'il y a plus de 3 millions de data centers dans le monde, avec des tailles qui sont complètement différentes. On a des data qui sont camouflés entre guillemets dans les villes, dans des bâtiments ou alors dans des zones commerciales. Mais on a aussi des data centers qu'on appelle hyperscale data centers, qu'on va retrouver là comme vous avez une photo sous les yeux, et donc qui sont juste gigantesques. Il y en a énormément sur une diagonale ou un croissant entre Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, Dublin. Et en fait, il y a des villes qui sont arrivées à un tel point en fait où il y a des data centers, notamment dans la banlieue d'Amsterdam, où en fait ça des questions de où est-ce que je mets mon data center, et surtout ça pose aussi des questions, comme on revient à cette consommation électrique, c'est que dans la banlieue d'Amsterdam justement, il y a une ville qui a été obligée en fait tout simplement d'accepter, enfin de refuser les data centers, l'installation des data centers, parce qu'il commençait à y avoir des problèmes de consommation électrique et des problèmes en fait d'épuisement de la consommation électrique pour des besoins des citoyens de la communauté. Donc c'est là qu'on voit que les data impact énorme et qu'on n'a pas forcément connaissance de ces data centers. On en a aussi plusieurs sur Strasbourg, mais c'est vrai qu'avant, en tout cas, moi, cette prise de conscience, je n'en avais jamais vu un, je ne m'étais jamais posé la question de qu'est-ce qu'il y avait derrière ces murs. Et puis finalement, moi, ce que je vois venir aussi, c'est un peu une schizophrénie à venir entre, ben, on a beaucoup d'injonctions environnementales quand même, et puis nous, mais aussi les jeunes générations à l'école, au collège, au lycée, où en fait, on va beaucoup nous parler des déchets, on va beaucoup nous parler des actions qui sont à mener au quotidien. Et en même temps, nous, vous, la nouvelle génération, on est hyper connectés, on fait des webinaires au lieu de se voir en vrai, on est connecté sur les réseaux sociaux, on regarde plus la télé, on regarde Netflix, enfin, on est finalement hyper connectés. Et donc, pour moi, il y a une sorte de schizophrénie, en tout cas de déséquilibre entre ce qu'on nous demande au niveau environnemental et ce qu'on a envie de faire au niveau environnemental, et finalement exponentielle du numérique. Et finalement, la réglementation, elle dit quoi dans tout ça? Alors, j'avais prévu un tout petit encart sur l'Arenh, mais j'en ai entendu parler tout à l'heure, donc je vais passer peut-être brièvement pour pas faire redondance avec Frédéric. Donc, la loi Arenh, qui est la loi donc, de réduction de l'empreinte environnementale du numérique.
Donc, juste parce que quand même, ça va nous servir pour la suite par rapport à l'éco-conception. Donc, elle a plusieurs objectifs, donc de sensibiliser à l'impact, freiner le renouvellement des équipements, inciter à des pratiques, favoriser des data centers qui économisent l'énergie et instaurer une stratégie du numérique responsable en France. Et cette reine, et c'est ça qui nous intéresse, nous, particulièrement pour l'éco-conception des services numériques, c'est qu'elle a un référentiel qu'on va découvrir après, qui est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, le RGESN. On aime bien les acronymes en France. Juste là, je ne sais pas ce que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis quand même le lien vers la loi REEN et un lien vers la boîte à outils du numérique responsable, qui sont intéressants. Freiner le renouvellement des équipements, c'est effectivement un des objectifs de la REEN avec, évidemment, puisqu'on le disait tout à l'heure, au niveau mondial, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre et en France, la fabrication des terminaux, c'est 70% de l'empreinte carbone du numérique. Donc déjà, en France, on voit aussi qu'il reste 30% pour les usages. Et donc, effectivement, on a le délit d'obsolescence programmée, j'en ai entendu parler tout à l'heure, et surtout d'informer le consommateur de l'impact d'une mise à jour. Et donc, pourquoi, en fait, finalement, service numérique? À quoi ça sert vraiment d'éco-concevoir un service numérique? En fait, quand on va éco-concevoir, il y a plusieurs choses. Forcément, déjà, notre site, il va être moins lourd, puisque les pages vont être, le poids de page va être moins lourd. Donc, on va avoir des sites qui vont forcément consommer moins, puisqu'ils vont prendre moins d'espace dans les serveurs, etc. En plus de ça, évidemment, on va consommer moins d'électricité, on l'a vu avant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que forcément, on va revoir le front des sites. Donc, le front des sites, c'est vraiment la vitrine des sites qu'on va optimiser pour que, à l'affichage sur un écran, que ce soit un écran de smartphone, d'ordinateur ou d'autres terminals, on consomme moins d'électricité. Et puis, le dernier point, et qui est vraiment le plus important sur lequel il faut insister, c'est que quand on éco-conçoit un service numérique, on va diminuer en fait l'envie de renouvellement d'achat des sites internet. J'en ai aussi entendu parler tout à l'heure dans la question. C'est que aujourd'hui, on renouvelle beaucoup nos smartphones. Alors, mode, hein, on estime qu'on renouvelle notre smartphone tous les 2 ans alors qu'on pourrait largement le garder plus. Mais on le renouvelle aussi parce que parfois, oh, ça m'énerve, les sites bug, c'est lent, ou alors je ne peux plus télécharger tel truc, etc. Et donc, en fait, si on éco-conçoit en essayant d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue des services numériques, forcément, on va rallonger la durée de vie des terminaux. Et c'est ça, alors ça paraît anecdotique, mais finalement, c'est ça le point le plus important dans l'éco-conception des services numériques. Et comme je vous le disais, dans la loi REEN, on a le référentiel général d'éco-conception des services numériques qui est à disposition de tout le monde, hein, vous pouvez aller le consulter. Dans ce référentiel, on a 8 sections et 79 critères. Ils nous ont mis à disposition un outil qui s'appelle le NumEcoDiag, qui permet, alors c'est un questionnaire d'auto-évaluation, hein, ce n'est pas quelque chose qui va vous évaluer vous, c'est vous qui vous évaluez en répondant à des questions. Et il va vous permettre de calculer un score de conformité à ce référentiel. Bien entendu, il s'intègre et il recoupe d'autres référentiels et règlements que vous connaissez sûrement déjà, comme le RG2A, donc sur tout ce qui est accessibilité, la RGPD qu'on connaît tous, tellement on en a entendu parler, mais aussi d'autres comme le RGS sur la sécurité, sur l'interopérabilité RGI et le R2GA sur la gestion des archives. Donc, finalement, c'est quelque chose qui va venir compléter des choses déjà existantes. Les 8 sections dans ce référentiel, ce qui est intéressant et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on ne va pas que travailler sur l'aspect technique, puisqu'en fait, on va voir que l'éco-conception, ce qui est important, ça ne va pas être que l'aspect technique, mais ça va plutôt être l'aspect méthodologie, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon site pour que finalement, ça ait vraiment du sens et que quand un internaute aille dessus, il trouve vraiment ce que lui, il cherche et pas ce que le propriétaire du site a mis dessus pour se faire plaisir et qui finalement ne va pas servir. Et donc, dans ce référentiel, on va parler de la stratégie, des spécifications, mais aussi de l'architecture, de l'UX, de l'UI et bien entendu, après, des contenus
de tout ce qui est front-end, donc toute la vitrine et le back-end, avec l'optimisation donc du back, des technologies serveurs, etc., et l'hébergement. Donc ça, c'est vraiment toute la partie référentielle qui est très intéressante, que je vous conseille d'aller voir. Et c'est un référentiel quand même qui a été créé en 2021, donc qui est très récent, mais qui est applicable en 2024 pour sanction, c'est-à-dire que si un site internet est mis en ligne sans respecter le référentiel, il n'y a pas de sanction, c'est juste on nous dit que ce serait bien qu'on fasse grâce à ce référentiel-là. Mais en même temps, il y a des bruits de couloir, en tout cas, il y a des articles dans la presse qui annoncent quand même des sanctions sur la non-respect de ce référentiel à partir de 2025-2026, donc c'est demain. Et puis, au niveau de la réglementation, on a aussi les bilans carbone. Alors, les bilans carbone, évidemment, que au numérique, c'est lié à plein de choses, puisqu'on va en fait évaluer la quantité totale que produit une entreprise, une association, une collectivité, etc., directement ou indirectement sur une année. Et donc, effectivement, il y a des obligations, puisque donc depuis 2010, toutes les grandes entreprises sont tenues de réaliser un bilan carbone tous les 4 ans pour les entreprises de plus de 500 salariés qui sont en métropole, et tous les 3 ans pour les personnes morales de droit public et de plus de 250 salariés, et l'État et les collectivités de plus de 50 000 habitants. Mais finalement, si un FRA qui a 25 de faire un bilan carbone, on peut. La démarche, elle reste ouverte à tous, et surtout, elle reste vertueuse, puisque ça permet de diminuer son empreinte carbone. Et depuis le 1er janvier 2003, on a 3 scopes en fait dans le bilan carbone, et les 3 scopes doivent être pris en compte. Alors les 3 scopes, c'est quoi? En fait, c'est les émissions directes, indirectes consommées au sein de l'entreprise, ou les autres émissions indirectes. Et donc souvent, tout ce qui est IT va rentrer dans le scope numéro 3, puisqu'on va avoir toutes les émissions qui vont être générées par les serveurs web, les terminaux, les sites internet, tous les services numériques de l'entreprise. Et juste pour la petite anecdote, il y a un directeur IT, donc un directeur vraiment informatique d'un grand groupe d'assurances. Donc vous allez me dire, oui, on n'est pas dans du produit, on n'est pas dans de la fabrication, on est dans les assurances, mais qui a quand même expliqué que chez lui, toutes les technologies de l'information, de la communication et tous ces services numériques représentaient quand même 30% du bilan carbone de son entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être anecdotique, parce que souvent, nous, quand on va proposer des sites éco-conçus à nos clients ou à nos prospects, on dit c'est oulala, ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai beaucoup à faire d'abord. Oui, mais je pense que c'est des choses qui doivent être menées en parallèle et pas mis de côté parce que ça a un impact très faible. Donc finalement, il y a déjà une loi qui existe sur le numérique responsable avec l'AREN, avec le référentiel d'éco-conception des services numériques, avec les bilans carbone. Et donc, il est temps de passer au site éco-conçu, ou en tout cas au service numérique éco. Alors, souvent, c'est une question que j'ai aussi, c'est comment je mesure finalement mon site éco-conçu, l'impact qu'il a, et puis les optimisations que je vais faire. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons de mesurer l'impact d'un site ou d'un service numérique. Donc, on a parlé du Numecodiac, qui est une auto-évaluation. Il faut aussi parler de l'Eco-Index, qui est un outil qui ressemble un petit peu à l'étiquette énergie ou au DPE, et qui a été créé par le collectif Green IT, qui est un collectif qui œuvre depuis très longtemps sur le numérique responsable. Il faut aussi parler de Website Carbon. Website Carbon, c'est un outil qui nous permet en fait de connaître le nombre de grammes de CO2 qui sont générés par page vue. Du coup, Website Carbon, vous pouvez le voir sur le site Infra. En fait, ça va vous dire cette page génère tant de grammes de CO2 par page vue. Et donc, du coup, ça vous permet d'optimiser aussi ce que vous faites. Il faut savoir que Website Carbon, c'est un outil qui a été développé par une agence web londonienne qui s'appelle Walgreen Digital. Donc, en fait, finalement, on a des choses qui existent. Alors, Green IT, on est sur une association, on est sur un collectif qui a pignon sur rue. Website Carbon, le patron de l'agence, est très, très, très engagé dans le numérique responsable aussi. Mais il y a aussi d'autres labels d'agences qui existent, qui ont été créés. Et finalement, nous, ce qui nous inquiète un petit peu par rapport à tout ça,
c'est que ça devienne un petit peu rapidement la jungle et que tout le monde puisse dire finalement, oui, mon site, il est éco-conçu, regarde, il dépense tant, mais comment tu l'as calculé? Ah, mais oui, mais c'est mon Y, etc. Et donc, finalement, nous, c'est vraiment ça qui nous importe, c'est de dire à un moment donné, sur l'éco-conception, sur les sites, il va nous falloir un label commun, éventuellement étatique, ou en tout cas qui soit dicté et qu'on ait tous la même façon de calculer pour ne pas rentrer dans du greenwashing. Alors, il y a une labellisation quand même qui est en cours et qui est en cours de réflexion avec les acteurs du numérique responsable en France et qui devait venir, mais pour l'instant, on n'a pas d'outils vraiment. Sur le numérique responsable et sur l'éco-conception, il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup d'initiatives en France. Numérique responsable, donc NR, que je vous invite à aller voir, qui permet aussi de vous labelliser. Green IT, les designers éthiques. On a également Tom Greenwood, donc, qui est le patron de l'agence Walgreen Digital de Londres, qui a fait également des bouquins. Et justement, je vous propose 2 publications qui sont intéressantes si vous vous intéressez à tout ce qui est éco-conception de site. C'est le livre de Frédéric Bordage qui est à l'origine en fait de l'association Green IT, donc les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web, mais également un livre de Tom Greenwood, le fameux patron de Walgreen Digital, qui a écrit Sustainable Web Design. C'est intéressant si on veut avoir un impact plus faible avec nos sites, précisément. Et parce que souvent, on me pose la question, on me dit, OK, d'accord, on aura un site qui va avoir un impact environnemental plus faible, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'aime bien ce petit chiffre qui est un chiffre qui m'a été donné par Mathieu Janisch. Mathieu Janisch, c'est le co-auteur du guide de la communication responsable créé par l'ADEME, qui explique qu'en fait, en 1995, le poids moyen d'une page Internet, c'était 14 kg octets, en 2011, 500, et qu'en 2021, c'est 2,1 mégas. Et donc, en fait, on voit que l'évolution est juste extraordinaire, est juste démentielle. Et c'est vrai que ça rappelle, en fait, qu'à un moment donné, j'ai l'impression que quand on a des moyens illimités, en fait, on fait des sites avec des moyens illimités et donc on ne fait plus attention à comment on code, à ce qu'on met. On a l'impression d'avoir des moyens illimités et donc on se retrouve avec des choses qui sont complètement surdimensionnées par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, comme je vous le disais, je ne vais pas revenir dessus. Ça, c'est pourquoi on fait un site éco-conçu. Diminution des gaz à effet de serre, de la conso énergétique, diminution de la conso électrique des écrans et diminution du renouvellement d'achat des appareils qui reste le point le plus important. Et donc, qu'est-ce que c'est un site éco-conçu? Donc, si on regarde déjà l'aspect technique, on a tout d'abord une conception graphique. Donc, ça veut dire qu'on va réfléchir à comment on va concevoir graphiquement le site au niveau donc plutôt de ce qui va être visible par l'internaute, donc de tout ce qui est front. Et donc là, j'aime bien donner l'exemple de la typographie, donc de la police d'écriture, parce qu'en fait, on pourrait se dire, ouais, la typographie, il faut utiliser une typo système et puis basta, et puis déjà, ça sera bien. Mais en fait, finalement, oui, il faut utiliser des typographies système qui sont déjà sur le terminal de l'usager au maximum, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et nous, on a un recueil complet des besoins en fait d'éco-conception graphique. Et sur l'exemple de la typographie, il faut savoir qu'il y a 9 points en fait qu'on regarde sur la typographie pour éco-concevoir. Et alors, je ne vous dis pas sur les images, il y en a 38, etc., etc. Donc, par exemple, sur la typographie, évidemment, il faut utiliser le moins possible de variantes de typographie, c'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre du gras, de l'italique, du souligné, etc., etc. Et finalement, prendre que ce qui est nécessaire au site. Donc, c'est-à-dire que si je veux avoir du gras et puis prendre que les deux là, mais je ne vais pas mettre toute la typographie sur le site internet. Sinon, ça va être là pour rien. Je vais également rester sur des typos qui vont être en WOF ou en WOF 2, au lieu d'être sur des typographies qui vont être en TTF, en OFT, en SVG. Je ne sais pas si on a des spécialistes ici. On va privilégier aussi, puisque évidemment, quand on parle d'éco-conception, on devrait en réalité parler d'éco-socio-conception, puisqu'on intègre aussi toute la partie accessibilité. Et donc, on va avoir des polices qui vont être sans shérif, c'est-à-dire les petits retours que vous pouvez avoir sur la typographie pour des meilleures questions de lisibilité pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés.
On va éviter les polices condensées, les longues portions de texte en majuscules, en souligné, les textes animés, défilant, toujours pour des raisons d'accessibilité. On va héberger soi-même les typographies au lieu de passer par des services de souscription type Adobe ou Font.com. Et puis, on va aussi essayer d'utiliser en fait une typographie qui va nous permettre de faire des pictogrammes, puisque comme ça, on va éviter d'avoir des pictogrammes qui seront en images, mais qui seront directement en typographie. Et donc, en termes de poids, on est beaucoup moins lourd. Donc, citer que quelques-uns, mais en fait, il y en a plein. Et c'est là qu'on voit en fait que l'éco-conception, c'est faire attention aux détails et c'est revenir à la base aussi de se dire pourquoi je fais ça et comment je le fais. Évidemment, on va avoir un code propre, efficace et minimisé. Donc ça, c'est la base de la base. On va avoir un minimum de requêtes extérieures. Donc on va en tout cas peser le pour et le contre des requêtes extérieures. Est-ce que j'en ai besoin, pas besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Et le dernier point, c'est qu'on va avoir un hébergement qui est dit vert, puisqu'en fait, c'est un hébergement qui va être alimenté à base d'énergie dite aussi verte, comme par exemple le panneau solaire, le photovoltaïque, l'hydraulique, etc. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce qui est le plus important finalement dans un site éco-conçu, c'est la méthodologie. Donc, en fait, avant, on travaillait avec ce qu'on appelait l'UX, donc l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on prenait en compte ce qu'avait besoin un utilisateur sur un site web pour faire un site qui soit utile pour lui et qui soit bien construit. Donc, on travaillait les parcours utilisateurs, etc. Et en fait, aujourd'hui, on passe au Green UX. En fait, c'est tout simplement continuer à travailler l'expérience utilisateur en rajoutant, si vous voulez, une couche d'environnement où en fait, on va à chaque fois se dire, ben tiens, est-ce que cette fonctionnalité, ok, on en a besoin, pas besoin, combien elle va peser, etc., quel va être son impact, et du coup, que je ne la crée pas vis-à-vis de mes objectifs que j'ai sur le site. Puisque dans la méthodologie, en fait, on met en place ce qu'on appelle un budget environnemental. Le budget environnemental, c'est quoi? C'est tout simplement le budget c'est l'objectif de poids moyen des pages qu'on va avoir en tête tout au long du projet. Donc, en fait, on va se dire, au début du projet, ok, donc ma cible, ce sont des personnes en France qui ont une connexion tout à fait honnête en Wi-Fi, en 4G, en 5G, etc. Un besoin d'avoir une page qui charge en maximum, je ne sais pas, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Grâce à ça, je vais pouvoir calculer quel va être mon poids moyen des pages sur lequel je vais devoir agir. Et donc, on va trouver, par exemple, sur le site internet Infra, on était à un budget environnemental de 600 kilooctets. Donc, notre objectif, c'était que nos pages, en moyenne, puisqu'on va forcément avoir des pages qui vont être plus lourdes que d'autres, donc que nos pages en moyenne fassent 600 kilooctets. Et donc, du coup, tout au long du projet, on va travailler en ayant ça en tête pour pouvoir se dire, est-ce que je fais, Donc, la méthodologie dans les sites éco-conçus, c'est tout simplement en fait une méthodologie qui va permettre d'arriver à mieux connaître ce que veut l'utilisateur et du coup à avoir des meilleurs résultats puisque les parcours utilisateurs vont être optimisés. Et tout en ayant en tout cas cette idée en tête d'objectif. Au niveau de la méthode, on va aussi bien sûr optimiser les contenus et ça va forcément avoir un impact aussi positif sur le SEO. On va travailler l'accessibilité, on en a parlé. On va également définir à la base une durée de vie de notre site. On souhaite qu'il dure 3, 4, 5, 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de cette période, on va éteindre le site. Ça veut juste dire qu'au bout de cette période, il faut qu'on se repose des questions sur est-ce que le site, il a toujours un intérêt à être en ligne ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en ligne et qui ne le devraient pas forcément, qui ne le devraient plus, qu'on pourrait supprimer. Et donc, c'est aussi d'être dans cette démarche de ne pas laisser des choses qui ne servent plus. Et puis, on va aussi avoir une durée de conservation des contenus et de la donnée en général, évidemment en respectant la RGPD, mais également en se posant des questions. Voilà, je sais mon site. Si je mets une actualité sur mon site, est-ce qu'au bout d'1 an, je peux la supprimer, etc. Et on va essayer de définir des règles automatiques qui permettent de supprimer les contenus régulièrement. Et puis, évidemment, il faut sensibiliser, transmettre et former,
puisque, comme je vous le disais, nous, on arrive dans des services communication ou des services IT, etc., où on n'a pas forcément cette sensibilité de l'impact. Et donc, du coup, il faut déjà expliquer pourquoi ça a un impact et expliquer comment on peut agir sur le site Internet pour qu'il soit moins impactant. Et donc forcément, un site éco-conçu, ça a aussi des bénéfices. Alors souvent, le premier sujet, c'est, ça va être moche. Donc non, un site éco-conçu, c'est pas forcément moche, c'est fait différemment. Le deuxième truc, c'est ça va être plus cher. Alors non, c'est pas forcément plus cher, voire même au contraire, puisqu'en fait, on va avoir beaucoup plus de conseils, de méthodologies pour voir ce qu'on veut faire en termes d'UX et de Green UX. Mais en termes de développement, souvent, on va moins développer. Donc, on va avoir un site qui, au final, risque d'être moins cher. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça a des bénéfices. Le bénéfice, c'est que ça a un meilleur référencement. Pourquoi? Parce que forcément, Google, il va favoriser des sites qui sont plus légers, mieux optimisés et en plus, qui sont responsives. Et il faut savoir qu'évidemment, dans la méthode de GreenUX, on va faire des maquettes, ce qu'on appelle en mobile first. Donc, c'est-à-dire qu'on va les faire d'abord en mobile, puis après sur desktop. Et donc, forcément, ça, Google, il aime puisqu'on va avoir quelque chose qui va être très responsive et bien structuré. On va améliorer l'expérience utilisateur et le taux de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre travail on va travailler les parcours utilisateurs pour qu'on ait un accès plus rapide à l'information et donc on va diminuer le taux de rebond. On va avoir aussi des données qui vont être mieux protégées, un parcours plus court et plus fluide. On aura une meilleure image de marque, ça c'est assez classique, mais évidemment, en accord avec les engagements de l'entreprise qui va publier le site, on a des preuves concrètes à l'appui de l'engagement. On aura aussi un retour investissement à moyen terme. Pourquoi? Parce que forcément, si je réfléchis long terme, mes performances, elles vont s'adapter plus facilement aux évolutions du web dans les années futures, aussi de frais de maintenance, mais j'aurai aussi moins de frais d'infrastructure. On évite un potentiel risque de sanctions dans les prochaines années. On en a parlé avec le RGESN. On a une cible élargie aussi, puisque si on travaille l'accessibilité, on pourra avoir plus de personnes qui y accèdent facilement. Mais aussi, forcément, vu que les sites éco-conçus chargent plus facilement, si vous avez une connexion dégradée parce que vous êtes, je ne sais pas, dans le TGV ou ailleurs, vous allez quand même pouvoir accéder au site et à ses fonctionnalités. Et donc, du coup, juste pour terminer là-dessus et après on pourra passer aux questions s'il y en a. En fait, nous, chez Infra, donc effectivement, l'idée, c'est de faire que du digital frugal, donc que des sites éco-conçus. On ne développe plus des sites comme avant. Donc aujourd'hui, on développe des sites éco-conçus principalement avec le CMS Pimcore. Voilà, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Avec la méthodologie GreenUX, qui est une méthodologie qu'on a vraiment travaillée en 6 ateliers pour arriver en fait au bout d'un cahier des charges fonctionnel et technique d'un site éco-conçu. Mais on propose également des audits qui permettent en fait de savoir sur votre site actuel qui n'est pas forcément éco-conçu, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les choses. Donc ça peut être de l'hébergement, ça peut être de la technique, ça peut être du contenu, etc. Et puis évidemment, on continue à accompagner nos clients sur toute la partie conseil web, mais également web marketing, où on travaille sur des projets très qualitatifs sur comment optimiser toute la partie création de trafic, création de leads pour que ça ait du sens et pas faire de la quantité. Et les réseaux sociaux où on va essayer aussi d'être dans l'authenticité, donc essayer de supprimer peut-être certains réseaux sociaux qui ne servent à rien par rapport à la cible et avoir des contenus moins de contenu mais plus authentiques. Voilà, j'ai terminé. Je m'excuse, j'ai eu énormément de micro-coupures. J'ai essayé de me couper à chaque fois. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou du… On a eu pas mal de soucis techniques depuis ce matin avec la CCI, donc j'espère que ça a quand même été audible. Et merci en tout cas. Merci Anne-Sophie. Oui, on arrivait à suivre. Je me suis amusé, entre guillemets, à regarder. C'est toutes les 30 secondes exactement. Donc je pense que c'est un problème, pas tellement de bande passante, mais peut-être de configuration de poste, je ne sais pas en tout cas. En tout cas, ça va, on a réussi à suivre, il n'y a pas de souci. On a raté quelques syllabes, mais on arrive à les recoller. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Donc Stéphane nous a fait aussi des remarques assez intéressantes.
Notamment, peut-être que tu peux peut-être compléter le fait qu'un site web soit optimisé, est-ce que ça facilite la scalabilité? J'imagine que oui, du coup, c'était plus ou moins répondu dans Tout le à fait, propos. ouais. Complètement. Bonne remarque aussi, et c'est vrai que si on diminue la définition, la résolution d'une image, finalement, on décourage celui qui a envie de se le télécharger, et du coup, pour des questions de protection de droit, finalement, c'est pas mal de décourager effectivement ce téléchargement Mhm. intempestif d'images, quoi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points, Stéphane. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. J'avais une petite question, moi, du coup, on attend peut-être. Vous parlez de l'image de marque, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le mettre en avant sur le site, le fait qu'il ait été éco-conçu. C'est un argument, du coup, business. Enfin business, en tout cas de communication. Mhm. Comment ça marche? Parce que finalement, si on le fait que pour soi, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est important de sensibiliser l'internaute pour qu'il prenne conscience que quand il arrive sur un site, il a été éco-conçu, quoi. Complètement. Bah, nous, c'est ce qu'on conseille, en fait, c'est déjà d'utiliser les outils de mesure, ça a recoupé. Les outils de mesure qui sont à notre disposition, donc Ecoindex, Website Carbone ou d'autres outils de mesure, et de le dire. Alors après, attention, il faut avoir un discours qui est mesuré, parce que c'est pas en faisant un site éco-conçu qu'on va sauver la planète, on est tous d'accord avec ça, mais on va participer pas à pas à notre niveau à faire mieux, en tout cas au niveau des usages du numérique. Et donc, du coup, pour nous, c'est important de le dire. C'est important aussi, justement, de le dire parce que ça va un petit peu interpeller l'internaute où en fait, il va se dire: «Ah tiens, le site il est éco-conçu, ah mais je savais pas qu'on pouvait éco-concevoir, mais pourquoi? Ah oui, le numérique a un impact» et donc on va rentrer en fait dans cette, prise de conscience qu'on cherche à avoir. Ok. J'étais en train de lire un peu les remarques, effectivement, très intéressant, il y a des choses très, très chouettes. Merci pour les remarques. Je m'étais aussi noté une petite question, mais la réponse est tombée. Mais c'est vrai que c'est la question de l'effet waouh qu'on peut avoir sur un site avec des logos en flammes et je ne sais pas ce qu'on veut, en avoir plein la figure. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu dépassé comme dispositif, mais du coup, tu as répondu déjà plus ou moins. L'idée, c'est quand même pas d'avoir un site moche en finale, donc il faut trouver le bon équilibre entre quelque chose qui va être esthétiquement intéressant sans débauche de technologie et de consommation d'octets, quoi. Donc là, je pense qu'il y a quand Complètement. même un petit exercice, faut avoir un peu le métier pour savoir le faire, quoi. Exactement et en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que, on n'est pas obligé d'avoir des flammes et des animations dans tous les sens pour qu'un site soit chouette, soit design, soit et cetera. Finalement, ce qui va compter, c'est vraiment de travailler, ce que nous, on appelle, l'UI et l'UX, donc l'interface et après l'expérience de l'utilisateur dans ses parcours clients, dans sa navigation de site, pour que tout ça soit optimisé et effectivement qu'on ait quand même cet effet, voilà, hein, nos clients quand même un effet waouh, hein, le fameux effet waouh que veulent les clients. Donc, on arrive quand même à l'avoir, mais effectivement avec des techniques différentes, avec aussi des utilisations, notamment en termes de graphisme, de choses différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément utiliser des images, on ne va pas forcément utiliser des vidéos, mais on peut faire en fait des choses interactives, mais qui sont sur des formats complètement différents et qui ont un impact enfin bien moindre, mais qui vont être tout aussi jolies. Comme par exemple sur le site Infra, on a une animation avec une montgolfière qui va monter. Il faut savoir que ça n'a pas du tout été fait en vidéo, ça a été fait directement en fait en code pour avoir un impact plus faible au niveau environnemental. Parce que c'est sûr que si je mets une vidéo sur ma page d'accueil de mon site, là forcément, c'est le pire que je puisse faire. Voilà. Ok. Ah bah c'est bien, c'est un bon retour parce que c'est des questions qu'on peut se poser légitimement et montrer que c'est possible de le faire et avec votre savoir-faire, c'est vraiment intéressant. Ouais, et puis, ce qui est important aussi, c'est que, tu l'as dit un petit peu, c'est que en fait, dans l'éco-conception des sites, il y a beaucoup d'extrémisme. Enfin, moi, j'ai déjà vu certains sites, vous avez une page noire avec un texte blanc. C'est pas du tout ça l'éco-conception et je trouve que c'est une vision qui est complètement, faussée, justement par ces,
dizaines de sites qui sont sortis comme ça, en fait, on peut très bien avoir des très, très gros sites internet qui sont, éco-conçus. Je vous invite à aller voir, par exemple, le site de la métropole de Grenoble qui est éco-conçu et qui est, tout à fait viable et tout à fait design et chouette et plein d'autres sites hein, qui sont éco-conçus. Et donc finalement, il faut sortir de ça et il faut se dire, bah, c'est juste une façon de réfléchir différemment les sites, plus comme avant, plus en se disant qu'on a des ressources illimitées pour le faire, mais en réfléchissant correctement aux choses. Et finalement, ça a des impacts qui sont meilleurs pour nos internautes, pour le référencement, etc. D'accord. Ok, est-ce que d'autres personnes ont des questions sur ce sujet d'éco-conception? Peut-être qu'on peut se poser la question aussi au-delà des sites web sur l'éco-conception de logiciels informatiques. Alors ça dépasse un peu votre domaine Complètement. Mm. d'activité chez Infra, mais c'est vrai que je pense que la question se pose de la même manière. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi je suis d'une génération où les premiers développements qu'on faisait, on était obligé d'être extrêmement vigilant pour ne pas consommer trop d'octets, parce que sinon on faisait exploser l'ordinateur. Et puis donc sont arrivées des capacités de mémoire et de process qui étaient de plus en plus importantes, ce qui fait qu'on ne s'est plus du tout posé ce genre de questions quand on développait, c'est hop, on y va et sans vraiment faire attention. Et là, bah oui, cette démarche-là, elle n'est pas technologique, c'est pas une contrainte technologique, mais c'est une contrainte environnementale qui nous oblige à nous reposer des vraies questions finalement pour être plus frugal dans nos développements, quoi. Complètement. Et c'est vrai que sur les logiciels, il y a plein de choses qui sont déjà mises en des notamment sur des entreprises qui font des PIM ou des DAM, et qui sont justement en train d'avoir, de l'éco-conception. Donc il y a pas mal de choses qui bougent, hein, et je pense que ça va aller vraiment dans ce sens-là, par la suite et heureusement. Mhm. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose du coup qu'on mette un petit terme à cette session. Et puis bah, c'est bien, ça nous permettra de prendre 5 à 10 minutes de pause café avant d'embrayer sur la dernière session. Donc merci beaucoup Anne-Sophie pour cette intervention. Je trouve pour moi la démarche est vraiment intéressante et elle mérite d'être déployée de plus en plus.